Bonsoir Agnès Buzyn, merci d'être notre invitée. Vous êtes la ministre des Solidarités et de la Santé et pour être clair, en première ligne dans deux sujets sensibles de cette rentrée, la grève au service des urgences des hôpitaux et aussi la discussion sur la loi bioéthique qui est en ce moment à l'Assemblée. Mais d'abord une première question d'actualité. Deux personnalités très proches d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, François Bayrou, l'ancien garde des Sceaux et allié politique du président, en audition aujourd'hui, le premier chez un juge, le deuxième à la police, sur des affaires très différentes. Est-ce que ça ne fragilise pas le président et la majorité? Écoutez, ils sont entendus aujourd'hui dans des procédures qui visent une période bien antérieure de leur vie publique. Donc ça ne touche pas spécifiquement le mandat du président de la République aujourd'hui. En tant que membre du gouvernement, je n'ai absolument rien à dire sur une procédure de justice. Et j'ai envie de leur dire que je les ai rencontrés en arrivant au gouvernement et que ce sont des personnes de qualité, dont j'apprécie les qualités humaines. Vraiment. Ça ne vous inquiète pas politiquement pour cette rentrée? Je crois que nous avons plein de sujets d'action. Et je pense que les Français attendent de nous, avant tout, aujourd'hui, de passer à l'action sur énormément de sujets. L'écologie, on le voit. La santé, à l'évidence, on le voit. Et donc, les Français nous jugent aussi et beaucoup sur les actes. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est visible pour l'opinion publique, c'est que notre pays fonctionne, que notre pays avance, que notre pays se sorte de l'immobilisme, et c'est ce à quoi nous nous attachons. Agnès Buzyn, alors effectivement, l'action, c'est ce qu'ont décidé un certain nombre de grévistes des services d'urgence aujourd'hui, puisqu'ils ont fait une journée d'action, quelques centaines de manifestants. En revanche, 87% de Français qui, dans un sondage BV à la Tribune, approuvent leur mouvement. Et vous avez proposé 12 mesures et un budget de 754 millions d'euros. Et pour autant, ça n'a pas convaincu. On écoute Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Maintenant, la phase, c'est à l'élargissement du mouvement parce que les urgences, en fait, sont que le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. La ministre l'a pas compris parce qu'elle nous vend des mesures qui sont des gadgets et surtout, elle ne met pas un euro de plus sur la table. Les 750 millions d'euros dont vous avez fait état dans vos titres, vous la presse, n'existent pas. C'est de la réallocation de crédit qui avait été prévue dans le cadre de la loi santé, Ma Santé 2022. Donc si on prend d'un côté pour donner de l'autre, ça n'améliore pas les choses et puis ça ne répond pas aux trois revendications principales posées par les personnels, mais pas que par les personnels d'urgence, des effectifs, des emplois et des lits. Réponse. Alors d'abord, je voudrais parler aux paramédicaux. C'est eux qui sont en grève essentiellement aujourd'hui, c'est eux qui souffrent énormément de la pression des incivilités, et c'est à eux notamment que s'adressent les mesures, notamment en termes de revalorisation de leur métier, en termes de considération de leur prise de risque, puisque j'ai acté, et elle a été versée une prime de risque de 100 € net par mois pour tous les soignants aux urgences, brancardiers, personnel de l'accueil, aides-soignantes, infirmières. Elle a été versée en janvier et février, et je vais leur montrer que je mets en œuvre tout de suite les mesures pour les soulager. Dès la semaine prochaine, j'annoncerai 3 groupes de travail sur leurs compétences, notamment comment faire évoluer leurs compétences aux urgences, comment valoriser cela, y compris financièrement évidemment, sur la gestion des lits, parce qu'aujourd'hui il y a un énorme problème d'allocation des lits dans les hôpitaux, et puis sur l'accueil des personnes âgées aux urgences, car tous les Français comprennent qu'il faut arrêter de faire passer les personnes âgées par les urgences. Donc déjà la semaine prochaine, je serai à l'action et mon objectif, c'est de les soulager dans les semaines qui viennent et qu'ils me voient au travail pour eux. Donc 3 groupes de travail qui vont être consacrés à ces questions. Et par exemple, l'ouverture des lits, c'est vrai qu'on a cru que vous alliez annoncer l'ouverture de lits. Mais je l'ai annoncé. Donc personne ne l'a compris. Hein. Alors j'ai annoncé 3 grandes mesures, et puis il y en a évidemment des plus techniques. Qu'on voit qui défilent voilà, ici. Des plus techniques. Donc, évidemment, un budget, il faut que les Français comprennent aujourd'hui que ce budget, sur 3 ans, c'est 80% de ressources humaines, c'est-à-dire d'argent pour recruter des personnels. Donc déjà, j'ai répondu
à leur demande d'accroître le nombre de personnes en responsabilité. Tout n'ira pas aux urgences. Il y aura du personnel notamment pour la gestion des lits dans les hôpitaux, du personnel pour répondre à téléphone parce que je vais créer ce service d'accès aux soins que tous les Français pourront appeler pour mieux s'orienter. Donc il y aura des postes créés. 80% du budget, ce sont pour des postes. Ensuite, j'ai annoncé l'ouverture de lits s'il y a besoin, là où il y a besoin. J'ai dit qu'il n'y avait aucun dogme. Aucun dogme. Chaque hôpital doit me faire revenir ses besoins. Parfois, les besoins peuvent être trouvés en interne parce qu'on voit bien que certains hôpitaux ne gèrent pas bien leur capacité d'aval. Mais d'autres hôpitaux vraiment souffrent d'un défaut de lit. Et j'ai proposé qu'on ouvre des unités. Et ce sera le cas. Ça sera le cas, évidemment. Ça, c'est important parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment bien compris. Mais globalement, vos mesures ont été accueillies avec intérêt par certaines professions. Chez des infirmiers, chez des kinésithérapeutes qui vont pouvoir participer à l'accueil des urgences, mais globalement, elles ont été mal perçues et on a l'impression que l'hôpital est en ébullition au-delà du service des urgences. Est-ce que vous ne craignez pas non seulement que ce mouvement s'étende, il a la sympathie des Français, mais qu'il s'étende à l'hôpital dans son ensemble? Alors, l'hôpital, j'ai tout de suite considéré que l'hôpital était en difficulté quand je suis arrivée au gouvernement. Il faut quand même savoir que je venais de l'hôpital. Quand je suis arrivée au gouvernement, j'avais eu ma consultation 4 jours avant à l'hôpital public. Donc je sais comment fonctionne l'hôpital. Je savais les difficultés. Et j'ai créé un plan qui s'appelle Ma Santé 2022, qui vise justement à mieux répartir la tâche. Oui, mais c'est bien, c'est ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup de choses qui sont de bon sens peut-être, mais je voudrais terminer. Sentiment, c'est que c'est pas immédiat et que les patients comme les soignants ne vont pas percevoir la différence tout de suite. Je voudrais expliquer très simplement. On peut avoir une crise quelque part, c'est le cas des urgences. Les urgences sont en crise et pourtant le problème est ailleurs. Et c'est la même chose un peu pour l'hôpital. L'hôpital souffre de difficultés, mais aussi parce que nous n'avons pas organisé suffisamment la médecine, ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est-à-dire la médecine libérale, et une meilleure répartition des tâches entre toutes les professions de santé. Aujourd'hui, nous souffrons d'un déficit de médecins en France. Je veux juste terminer ma phrase. Nous souffrons d'un déficit de médecins. Une ministre de la Santé, elle ne crée pas des médecins par un coup de baguette magique, il faut 10 ans. Et donc, je propose, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un plan de restructuration, je propose qu'on répartisse mieux les compétences et la tâche de soigner entre les infirmiers, les pharmaciens, les masseurs kinésithérapeutes et les médecins, que ce soit en dehors de l'hôpital ou dans l'hôpital. Vous le dites vous-même. Même dans votre proposition, vous dites que ça va être beaucoup mieux réparti, que n'arriveront pas aux urgences tous les patients qui y sont aujourd'hui et qui les engorgent. Mais les médecins dont vous parlez, les médecins de ville, ils ne sont pas là, vous le dites vous-même. Leurs cabinets sont saturés ou ils ne sont pas présents. Alors, ils sont saturés aussi parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas accompagnés. Donc nous avons créé des postes d'assistants médicaux qui vont leur dégager du temps, qui vont faire la paperasse, et, qui vont déshabiller les patients, les peser. Et donc ces postes d'assistants médicaux, ils ont été créés cet été par la loi et la négociation conventionnelle autour de Ma Santé 2022. Nous allons aussi proposer aux autres professionnels des formations de pratiques avancées. Ça va permettre notamment aux infirmières de suivre tout un tas de pathologies chroniques. On sait qu'un patient diabétique, ça se fait dans plein d'autres pays, peut être suivi par une infirmière sans forcément aller voir son médecin toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et en fait, je vais décharger les médecins de tout un tas de suivis et d'actes pour qu'ils puissent se recentrer sur l'accueil des urgences, par exemple, ou sur les pathologies les plus aiguës où on a vraiment besoin d'une expertise particulière. Alors concrètement, d'abord, on a entendu Sibeth Ndiaye aujourd'hui dire n'envisageons pas à ce stade de mesures supplémentaires. Donc est-ce que vous nous dites ce soir je n'irai pas plus loin que ce plan que j'ai présenté? Il n'y aura rien de nouveau. J'annonce 750 millions d'euros. Soyons clairs. Ça veut dire que Bercy ne vous laisse pas. Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, n'ouvre pas les cordons de la bourse et ne veut pas vous laisser dépasser les objectifs de santé. Vous savez, j'ai fait un plan avec 12 mesures qui ont été travaillées à partir du terrain. En réalité, j'ai missionné des urgentistes, pas le ministère qui l'a fait, j'ai missionné des urgentistes pour aller voir partout en France les services d'urgence qui fonctionnaient. Parce qu'il y en a quand même 2/3 qui fonctionnent et qui ne sont pas en grève aujourd'hui. Ces services-là, ils ont mis en place des organisations. Tout cela a été remonté du terrain cet été et j'ai annoncé qu'on allait le déployer partout en France. J'ai
j'ai chiffré ces mesures, j'ai besoin de 750 millions d'euros, je les ai eus. Ça va créer des postes, ça va créer aussi de la vidéo-assistance, par exemple, pour les SAMU. Vous les prenez où? Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Non, alors aujourd'hui, nous avons un retard qui a été pris dans certaines opérations, notamment immobilières. Donc pour l'année 2020, j'utilise ce budget qui était alloué à des opérations particulières qui ont pris du retard. Je l'ai disponible, ça ne touche pas au budget des hôpitaux, ça ne touche pas au budget de la santé en général. Ce sont, pour les années 2021 et 2022, ce sera intégré dans les futurs budgets de la santé. Mais pour l'année 2020, j'ai déjà l'argent grâce quelque part à ces retards pris. Ça peut arriver dans une exécution. Agnès Buzyn, ce fameux service, service unique d'appel, le SAS, qui est très intéressant parce qu'on se dit effectivement d'avoir un seul interlocuteur qui vous oriente, il sera prêt quand? Parce que tout le monde nous explique que ils ne vont pas se mettre d'accord. Il y a le SAMU, il y a les pompiers, il y a des services privés, il y a toutes sortes. Ils ne seront jamais d'accord. Alors c'est quand? Alors je leur donne 2 mois pour me faire le cahier des charges. Oui, mais il sera prêt et quand ensuite, pour les... il sera prêt avant l'été 2020. Je leur donne 6 mois et je nous donne 6 mois pour le mettre en place. Avant l'été 2020. Avant l'été 2020. Et il faut bien prendre en compte qu'il y a des appels d'urgence vitale qui sont très bien traités aujourd'hui par les SAMU et les pompiers qui travaillent ensemble dans beaucoup d'endroits. Et ça, aujourd'hui, c'est le 15 ou c'est le 112. Et puis, il y a tout un tas de Français aujourd'hui qui vont aux urgences parce qu'ils ont un problème. Ils savent que ça n'est pas vital. Ils ont besoin de renouveler une ordonnance, ils ont une entorse de cheville. Et ils vont aux urgences parce que... Ça sera différent avec ce service, ils seront orientés. Ils seront orientés. Il y aura un continuum entre ceux qui répondent à l'urgence vitale et ceux qui répondent à l'orientation que demandent les Français dans le système de santé. Si ce mouvement dure, qu'est-ce que vous ferez? Écoutez, je les vois. Je vais continuer à les voir. Je vois les syndicats. Je pense qu'il y a eu une inflexion. Ils comprennent aussi que les mesures sont des solutions structurelles qui traitent non pas le symptôme, non pas la crise aux urgences, mais qui traitent la maladie de fond. On est en train de desserrer les taux sur les services d'urgence parce que ce que demande le collectif aujourd'hui, mais moi je comprends leur demande, ils sont sous pression, ils n'en peuvent plus, ils demandent des postes, ils demandent des lits et ils demandent une revalorisation financière. Mais en réalité, chaque année, les passages aux urgences augmentent de 3 à 4% par an. Depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et donc, créer des postes, ça veut dire que dans 10 ans, on recréera des postes. Et à chaque fois, il faut élargir les services d'urgence. Aujourd'hui, ils sont trop petits. Et en réalité, le service d'urgence est devenu la porte d'entrée unique dans le système de soins. Plutôt que de considérer qu'il faut juste augmenter les services d'urgence en taille, je préfère dire non, il y a tout un tas de patients qui peuvent être traités ailleurs, autrement, mieux, sans attendre. Il y a les personnes âgées qui n'entreront plus par les urgences. Et puis, on va fluidifier avec des lits d'aval et aider ces professionnels à retrouver du souffle, à retrouver du sens et à retrouver du temps pour soigner, en expliquant que... On verra si, vous êtes entendue et comprise. En tout cas, vous nous dites que vous ne bougerez pas par rapport à ce que vous avez proposé. Non, mais je vais l'expliquer. Et je veux surtout qu'ils voient que ça change sur le terrain. En réalité, ils ne me croiront que lorsqu'ils verront des changements. Et donc, je m'engage à faire bouger les lignes dans les 3 mois qui viennent. La loi bioéthique, vous avez commencé à la discuter à l'Assemblée nationale. Apparemment, vous allez avoir plus de problèmes avec votre propre majorité qu'avec l'opposition ou une partie de l'opposition. Les Républicains, ils annoncent déjà que pour la plupart, ils voteront peut-être pas votre loi. Certains sont tentés, écoutent et regardent. Mais chez vous, il y en a qui font de la surenchère. Et donc, c'est ça qui va être compliqué pour vous? Il pourrait y en avoir dans tous les groupes, chacun a aussi son vécu. C'est très intéressant dans les lois de bioéthique de voir à quel point les souffrances individuelles, et les députés ne sont pas indemnes dans leur famille de souffrances individuelles, font qu'à un moment, on est favorable à une mesure parce qu'elle nous parle, parce qu'on a vécu une difficulté particulière. Et en réalité, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que d'une mesure à l'autre, d'un amendement à l'autre, on voit bien que les votes... On voit bien que les gens ont des votes qui ne sont pas des votes de groupe. Alors, bien sûr, on est un peu plus conservateur dans le groupe Les Républicains, mais il y a un certain nombre de députés républicains qui sont favorables à l'ouverture de la PMA pour les femmes. Médicalement assistée. On voit bien que du côté des socialistes ou des communistes, il y a aussi parfois des interrogations sur des mesures. Et le groupe En Marche, je dirais, comme tous les groupes, en vérité, vit des sensibilités différentes. Et à chaque mesure, en réalité, on voit des rapprochements se faire entre les groupes et entre personnes, en réalité. Elle vous inquiète, cette manifestation annoncée le 6 octobre? Non, je trouve que c'est normal que la manif pour tous, avec les personnes
qui ont des convictions profondes autour de leur schéma familial et envie de manifester, de se compter, de voir ce qu'ils représentent aussi dans la société française. Et à la fois, je pense que les Français, aujourd'hui, ont compris que cette ouverture ne nuit à personne. Et en fait, correspond à des schémas familiaux qu'on voit déjà dans la société, que ça ne nuit pas non plus à l'enfant. Je crois que les Français sont très sensibles à l'intérêt supérieur de l'enfant, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, un enfant dans une famille homoparentale vit bien. Et donc, voilà, je crois que nous avons passé un cap. Un mot sur l'aide médicale d'État. Il y a eu une surprise, c'est Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, qui a dénoncé hier des abus. Il a évoqué le cas des prothèses mammaires. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a des abus dans l'aide médicale d'État dans les prothèses mammaires ? Non, non, je ne sais pas pourquoi il a pris cet exemple, parce que je n'ai aucune information particulière. En l'occurrence, je travaille sur l'aide médicale d'État depuis que je suis arrivée. Nous avons considérablement rendu plus robuste l'accès à l'aide médicale d'État en centralisant les procédures dans 3 caisses d'assurance maladie, alors qu'avant toutes les caisses pouvaient le faire. On sent que c'est contesté là. Non, il n'y aura pas de remise en cause de l'aide médicale d'État. Il n'y a pas de remise en cause de l'aide médicale d'État. Nous luttons contre la fraude comme pour toute prestation sociale, ni plus ni moins que dans toutes les caisses de sécurité sociale. Il y a toujours un travail pour lutter contre la fraude, mais pas particulièrement les prothèses mammaires. Je ne sais pas, en tous les cas, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Et en tout cas, ça ne m'a pas été rapporté. Et l'aide médicale d'État est évidemment un droit humanitaire, c'est un droit international. Oui, c'est un droit qui s'adresse notamment aux étrangers en situation irrégulière pour recevoir des soins. Et les Français doivent le savoir, les soins qui sont financés par l'aide médicale d'État aux personnes en situation irrégulière ne sont pas la totalité des soins qui peuvent être financés par l'assurance maladie ou même par la CMU. Aujourd'hui, le panier de soins est beaucoup plus restreint. Il n'accède pas à certains médicaments, il n'accède évidemment pas aux cures thermales ou à l'AMP. Donc on voit bien que d'ores et déjà, l'AME a été restreinte aux soins indispensables. Et ça, quelque part, c'est le droit international. Un mot juste sur les gilets jaunes. Est-ce que vous vous inquiétez d'un retour des gilets jaunes? C'était une des questions chez les femmes, la santé, les maternités, tout ça existe encore? Il y a, je pense, un fond d'inquiétude dans certaines parties de la population. Je pense aux familles monoparentales, leurs problèmes ne se sont pas réglés. Or, elles étaient très présentes sur les ronds-points. Aujourd'hui, nous travaillons à les aider dans leur parcours de vie, notamment sur les pensions alimentaires. Donc, je pense que nous avons entendu beaucoup de revendications. Nous avons entendu des revendications, évidemment, sur le pouvoir d'achat. Je rappelle que la prime d'activité qui a été élargie au mois de décembre dernier, a rencontré plus d'1 million de nouveaux bénéficiaires, 1 200 000 foyers supplémentaires. Merci. Donc on voit bien que nous travaillons quand même, nous entendons, nous écoutons.